vraiment désolé de dire que ça n'a jamais été le cas. Je vais vous dire quelque chose concernant les Français, et je le dirai aujourd'hui. Depuis le changement au Mali, que c'était le 18 août 2020, Tout à fait. jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai jamais rencontré un responsable français. Aucun. C'est pourtant dit de vous que vous êtes manipulé par la partie française. Mais Sur je les vais réseaux vous dire- sociaux, on a lu, et pour ne pas citer Kémy écoutez- Séba qui estime que Imam Dicko est manipulé par la France. Cette manipulation, moi je ne sais pas. Moi je n'ai pas été. Je ne suis pas quelqu'un de manipulable. Ça je vais vous le dire. Et je n'ai pas rencontré un responsable français. Aucun. J'ai mis quiconque au défi. Je le dis sur des plateaux. Je n'ai jamais rencontré un responsable français depuis les événements. Il n'y a pas eu de contact que vous avez peut-être refusé. Aucun contact. En tout cas, pour moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas ce que les autres, ou ce qu'ils pensent dans leur... Ça, je ne peux pas gérer ça. Mais je dis personnellement que je n'ai rencontré aucun responsable français. Aucun. Officiel ou officieuse, non. Je peux le dire, je l'affirme. Mais le président Talon, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je pense aussi qu'il ne me connaît pas. Peut-être à travers les médias. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé. Jamais de ma vie. Jusqu'au là où je suis en train de vous parler, je ne l'ai pas parlé. Est-ce que finalement l'imam Dicko n'est pas incompris? Ben écoutez, compris ou n'est pas compris, enfin, je suis venu ici dans un cadre bien déterminé, mais transformer ça maintenant pour dire que je suis je sais pas, en contact avec le président Talon, je suis en contact avec X et Y, ça je trouve ça quand même un peu grave. Est-ce que votre statut aujourd'hui de leader religieux, de quelqu'un qui prend une part active dans le développement de son pays, est-ce que ça ne fait pas de vous quelqu'un vers qui les politiques convergent? Bon, écoute, c'est peut-être il y a ça aussi, parce que je suis quand même religieux d'abord, et ça, je suis religieux, je le suis, c'est ça mon statut, je ne suis pas d'autre. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas leader d'opinion comme d'autres le disent, je suis un dignitaire religieux. Et c'est ce que je sais faire, c'est ce que je suis, c'est ce que je réclame. Mais vous avez une certaine influence dans le monde politique. Bon, j'ai côtoyé ce monde politique parce que tous ces changements depuis la révolution de 91 jusqu'à aujourd'hui, je suis là. C'est ça. Et il se trouvait que j'étais déjà responsable dans la structure religieuse, donc je jouais un certain rôle de médiation, d'interposition entre les groupes politiques et les gouvernants. J'ai eu vraiment à côtoyer le monde politique, la sphère politique, par ce canal. Et qui fait que je suis quelqu'un qui les connaît et qui me connaissent aussi. Oui, mais avant vous, Imam Dicko, avant vous, il y a quand même des leaders religieux aussi, même s'ils ne sont pas musulmans, qui ont pris une part active dans la consolidation de la démocratie dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit dans une interview, vous avez dit, ce que je sais faire le mieux, c'est faire prier les gens. Est-ce qu'en faisant ainsi, vous ne devenez pas quelqu'un vers qui tout le monde vient pour prendre conseil, pour voir comment on gère le pays? Vous ne devenez pas, comme par ce fait-là, un leader qui est aux manettes, en fait? Bon, je ne peux pas me qualifier, moi, d'un leader qui est aux manettes, ou non. Mais je suis quelqu'un, quand même, qui, d'abord, est un citoyen malien, qui a vécu les événements, qui a... Les gens qui ont fait la révolution de 91, les acteurs, c'est ma génération, c'est des gens avec lesquels j'ai partagé beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont des collègues à moi, puisque j'ai été aussi enseignant. Je suis enseignant, professeur d'arabe, donc c'est des gens que je connais. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Nous sommes de la même génération, nous sommes de la même époque, et ça fait qu'il y a des liens entre moi et beaucoup de gens. Beaucoup de gens, et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, cette génération montante, c'est des gens que nous avons vu grandir sous nos yeux, qui sont là, avec lesquels nous avons partagé des choses. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui est incontournable, quelqu'un que tout le monde doit, par lequel tout le monde doit passer. Non, pas du tout. Aucun homme, fut-il, je ne sais quoi, n'est incontournable dans un pays. Vous faites un moment et vous passez.
Alors, Herman disait tout à l'heure que vous êtes un peu incompris parce que vous avez de ces prises de position un peu singulières, aussi bien sur le continent que face à la communauté internationale. Qu'est-ce que vous dénoncez souvent? Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous gêne, Imam? Ben écoutez, je ne suis pas souvent compris, c'est vrai. Comme on le dit, nul ne prophète chez soi. Et généralement, les hommes qui viennent pour essayer de faire le changement ne sont pas compris au début. Et ça, il faut aussi l'accepter, que tout le monde ne peut pas partager votre point de vue et votre vision. Et c'est démocratique, et je suis d'accord pour ça, pour ne pas être compris par tout le monde, parce que c'est la règle de tout. Et jamais, aucun prophète n'a fait l'unanimité. Ça veut dire que vraiment, quelle que soit la justesse de ce que vous défendez, on ne peut pas être mieux que les prophètes. Mais ils ont été persécutés chez eux, et à tel point qu'on donne un truc pour dire que nul ne prophète chez soi. Donc, je n'ai pas été compris souvent, en réalité, par mes compatriotes, par souvent la communauté internationale. Parce que pour moi, il y a un problème. Et ce problème-là, il faut accepter d'y aller. Nous traversons aujourd'hui une situation dans ce monde-là. La gouvernance, ce n'est pas seulement dans nos pays ou dans le continent, mais c'est la gouvernance mondiale qui est en cause. C'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, ce qui ne va pas, vous le saviez. L'Afrique est un continent. Est-ce que nous avons droit à la parole? Est-ce que nous avons un veto? Est-ce que nous pouvons refuser quelque chose quand les autres le veulent? Mais comment vous pouvez parler de démocratie dans un contexte où nous, tout un continent, n'a pas le droit de refuser quelque chose quand les autres le veulent? Ils peuvent lui imposer. Et quand il veut quelque chose, si les autres ne le veulent pas, ils peuvent lui en empêcher. Alors, de quelle démocratie parle-t-on? Mais ça veut dire que la gouvernance mondiale, il y a un problème dans cette gouvernance mondiale. Il n'y a jamais eu de démocratie de façon réelle. Il y a toujours eu un rapport de force dans ce monde. Ceux qui sont les plus forts sont toujours ceux qui imposent la réalité. Alors, s'il vous a donné l'occasion de qualifier la démocratie sur le continent, vous direz quoi? Ben écoutez, le continent aujourd'hui se cherche. Nous sommes dans une situation où on est en train de subir. Le continent n'a jamais pris son destin en main pour fixer le cap, pour dire voilà ce que je veux. C'est les autres qui nous dictent. Et quand ils veulent, ils nous mettent dans un système où tout le monde parle de démocratie, comme la conférence de la Baule, on nous impose des changements. Ce n'est pas des changements qui sont voulus par nous. C'est des changements qui nous ont été imposés. C'est pour cela qu'il y a un problème. Il y a toujours un fossé entre les gouvernants et les gouverneurs. Il y a toujours un problème entre ce peuple qui se cherche dans ses problèmes quotidiens, dans sa misère, et cette élite qui est là, qui se conforme à la volonté de ce que les autres veulent pour faire semblant. Et on fait semblant en Afrique. Et c'est ce qui est grave, c'est ce que je dénonce. Je ne veux pas les hommes qui font semblant. Il faut faire les choses telles qu'on doit les faire. Mais faire semblant parce qu'on se conforme. Vous savez, en Afrique, il y a eu des moments où il y a eu le problème d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, FMI, etc. Dans les années 84. Les années 84, on a imposé à nos États certaines positions qu'on a eu à faire. C'est toujours les autres qui nous imposent. Nous avons vécu ça avec tout ce que ça a donné comme crise sociale. Parce que les entreprises et tout ce que nous avons a été bradé au nom de je ne sais pas. La compression du personnel, etc., etc. On a fait ça, on a quitté cela, on nous a imposé maintenant vers 90, 91, la démocratie. Mais la démocratie, c'est vrai. La démocratie est universelle, la démocratie n'est pas une marque déposée de quelqu'un. La démocratie, c'est pour l'humanité et nous devrons partager cette valeur entre nous, c'est réel. Ça n'appartient pas à d'autres. C'est pour cela que quand je vois même nos élections, pour que ça soit validé, il faut que l'Union européenne, il faut que je ne sais quoi, ils viennent nous donner le critisme pour dire que oui, c'est bien. Mais chez eux, ils font les élections, ils ne nous invitent pas. On n'est pas... Comment faire, Imam Mahmoud Dicko, comment faire pour obtenir cette forme d'unanimité ou de cohésion au sein du continent africain pour qu'il y ait, je dirais, des positions fortes face à ceux qui veulent nous imposer, je dirais, des méthodes et des systèmes? Mais bien sûr, c'est pour cela que j'ai été sidéré quand j'ai écouté la déclaration de mon cadet
que j'ai beaucoup respecté, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, et qui est en train de mener un combat que je trouvais noble. Mais quand j'ai été moi-même victime de certains propos qui dénotent d'une certaine, vraiment, incohérence dans ce qui se fait, parce que quand quelque chose n'est pas vrai, et vous le dites demain, vous me mettez à douter de tout ce que vous allez dire après. Parce que moi, je sais que ça, au moins, ce n'est pas vrai, parce que je n'ai pas rencontré talent, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le connais pas. Pas du tout. Alors, même, non, je ne sais même pas son image, si je peux vraiment la retenir, pour vous dire vraiment, pour parler vrai. Alors, quand l'élite politique africaine, ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent, alors, vraiment, sont dans ce que je vois aujourd'hui, ça me laisse un peu perplexe. Et je deviens un peu pessimiste, malgré que je suis un homme de nature optimiste. Je crois toujours qu'il faut y aller et qu'on va obtenir quelque chose. En Afrique, le problème que nous avions, c'est le problème de l'élite africaine. C'est l'élite qui a failli. Et c'est la faillite de l'élite qui explique la faillite du système africain. Mais on vous dira que l'élite a été formée par un système qui nous a été également imposé. Ben, bien sûr que oui. Puisque nous parlons français, ben, bien sûr que vous oui. et moi, c'est pas notre langue. Mais tout cela aujourd'hui doit être mis sur table pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui pense qu'il y a des modes, bon, maintenant, bon, on se met, on est contre X, on est contre Y, on n'est pas avec les Français, on n'est pas avec les Américains, on n'est pas avec les Russes, on n'est pas... Non, je pense qu'il faut faire les choses avec beaucoup de méthodes. Beaucoup de méthodes et beaucoup de réalisme. Alors, est-ce que ce n'est pas gênant, Imam Dicko, qu'après plus d'une cinquantaine d'années, plus de 60 ans donc d'indépendance sur le continent, on en soit encore là et qu'on n'ait pas des révolutionnaires qui se réveillent de manière à ce que la situation du continent africain soit améliorée? Ben, vous savez, nous avons eu beaucoup de révolutionnaires que je salue au passage. Qui ont fait beaucoup de choses pour leur pays. On travaille très vite à éliminer. Mais bien sûr, parce que quand les choses ne se sont pas faites de façon méthodique, et on le fait avec orgueil, le cœur, et pas l'esprit, la raison, difficilement vous pouvez poser des choses durables. Nous avons besoin d'une révolution, c'est vrai, mais pas d'une révolution spontanée, d'une révolution qui crie quelques jours et puis ça disparaît.